Lorsque l'Allemagne s'est effondrée en 1945, des millions de civils ont été exposés à l'arrivée de troupes étrangères. Parmi eux, les femmes allemandes ont affronté l'un des chapitres les plus silencieux de l'après-guerre. Dans des villes dévastées, sans protection ni autorité stable, l'abus est devenu une pratique répandue. Des soldats de différentes puissances alliées ont participé à des viols massifs. Certains ont eu lieu pendant l'occupation initiale, d'autres se sont répétés pendant des mois dans des villes et des villages sans contrôle. Les victimes allaient de fillettes à des femmes âgées. Beaucoup sont mortes après les agressions, d'autres en sont restées marquées à vie. La peur et le silence se sont imposés pendant que les nouvelles autorités tentaient de cacher l'ampleur des faits. Pourquoi les abus ont-ils été passés sous silence lors des procès d'après-guerre? Quelles responsabilités ont eu les commandements alliés? Comment se souvient-on aujourd'hui de ce chapitre caché de l'occupation? Entre l'été de 1944 et le printemps de 1945, le Troisième Reich est entré dans un processus d'effondrement accéléré qui a transformé radicalement la vie sur le territoire allemand. La pression simultanée des armées alliées depuis l'Ouest et de l'Armée rouge depuis l'Est a dépassé le strictement militaire pour devenir une désintégration administrative et juridique affectant directement des millions de civils. Le 6 juin 1944, avec le débarquement en Normandie, un nouveau front occidental s'est ouvert. En quelques semaines, les défenses allemandes en France se sont effondrées et en août, les armées alliées avaient traversé la Seine, se rapprochant des frontières du Reich. En septembre, l'offensive s'est étendue à la Belgique et aux Pays-Bas, et vers la fin de cette année, les forces américaines ont atteint le Rhin. La tentative allemande de renverser la situation avec l'offensive des Ardennes en décembre a échoué en janvier de l'année suivante. Dès lors, la Rhénanie, la Ruhr et la Bavière ont été exposées à la pénétration des alliés occidentaux. À l'Est, la rupture fut encore plus sévère. En juin 1944, l'opération Bagration détruisit le groupe d'armées centre et ouvrit un front de retraite constant. En janvier de l'année suivante, l'offensive de la Vistule-Oder plaça l'armée rouge à une courte distance de Berlin, tandis qu'au nord, la Prusse orientale tombait. Le siège de Breslau et la prise de Königsberg en avril confirmaient l'impossibilité pour l'Allemagne de contenir l'avance. La perte de contrôle militaire dans les territoires orientaux fut irréversible. Cet effondrement a eu des conséquences immédiates sur l'administration locale. Dans de nombreux villages et villes, maires et fonctionnaires ont abandonné leurs postes lors du retrait. Les tribunaux militaires ont été paralysés, avec des juges déplacés et des dossiers abandonnés dans des bâtiments détruits. La police rurale et urbaine s'est repliée avec l'armée, laissant un vide d'autorité visible depuis les grandes villes jusqu'aux plus petits villages. L'occupation a entraîné l'instauration de gouvernements militaires sous le contrôle direct des puissances victorieuses. À l'Est, l'administration militaire soviétique, connue sous le nom de SMAD, s'est concentrée sur la démilitarisation et le démantèlement de l'industrie comme réparation de guerre. À l'Ouest, l'Office du gouvernement militaire des États-Unis, ou OMGUS, a été constitué en 1945, tandis que les Britanniques ont établi leur quartier général à Bad Oeynhausen. La France a administré sa zone avec la gendarmerie et des troupes coloniales, organisant plus tard une structure plus formelle. Ces administrations ont assumé des tâches générales de contrôle politique et économique, mais dans les premiers mois, leur capacité à garantir l'ordre quotidien était réduite. Les priorités étaient le désarmement, la capture des responsables nazis et la réorganisation économique. La sécurité de la population civile a été reléguée et l'ordre dépendait en grande partie de l'initiative des commandants locaux plutôt que de politiques unifiées. Le cadre juridique international était insuffisant. La Convention de La Haye de 1907 et la Convention de Genève de 1929 régissaient les prisonniers et les combattants, mais n'offraient pas de protection claire aux civils lors d'occupations prolongées. Les garanties dépendaient de l'interprétation de chaque puissance. L'Armée rouge ne reconnaissait pas ces traités en pratique, considérant la population allemande comme faisant partie intégrante de la nation agresseuse. Les puissances occidentales déclaraient une adhésion formelle, bien que leur application variait selon les circonstances locales. Une mesure notable à l'Ouest fut la politique de non-fraternisation. En juillet 1944,
Eisenhower ordonna d'interdire tout contact social entre les soldats et la population allemande. Le haut commandement britannique adopta des mesures similaires. L'intention était d'éviter les sympathies, prévenir des liens qui compromettraient la sécurité et maintenir une relation de subordination claire. Cependant, entre la fin de 1944 et 1945, ces ordres ont été assouplis, permettant des interactions dans le domaine du travail et de l'administration. La variation constante reflétait l'impossibilité de contrôler de manière absolue des millions de soldats vivant avec des millions de civils. La situation matérielle de l'Allemagne était critique. Le système de rationnement, déjà détérioré depuis 1939, s'est effondré lorsque le transport ferroviaire est devenu inopérant en raison des bombardements. De nombreuses villes étaient en ruine, sans eau, électricité ni égouts. Les hôpitaux manquaient de personnel et de fournitures, et la population dépendait de l'improvisation pour subsister. L'arrivée des armées occupantes a intensifié la pression logistique. La réquisition de logements, d'animaux et de nourriture s'est généralisée. Dans les villages et les hameaux, les troupes ont occupé des écoles, des mairies ou des maisons particulières, déplaçant leurs habitants. Dans les villes, les caves et abris antiaériens, initialement conçus pour protéger des bombardements, se sont transformés en espaces de concentration familiale sous proximité forcée avec des soldats. Les armées alliées distribuaient des rations internes suffisantes pour leurs troupes, tandis que la population allemande recevait des quantités minimales de subsistance, souvent insuffisantes pour maintenir un régime de base. Cette inégalité renforçait la dépendance et consolidait la position de pouvoir absolu de l'occupant sur les civils. La discipline militaire constituait une préoccupation centrale, bien qu'avec des limitations. Dans l'armée rouge, les services de sécurité comme le NKVD et la Smersh surveillaient principalement les soldats eux-mêmes et contrôlaient la loyauté idéologique, pas la protection des civils. À l'ouest, la discipline était dévolue à des corps spécialisés, la Military Police américaine, la Corps of Military Police britannique et la gendarmerie française. Leur responsabilité était d'enquêter sur les délits et de patrouiller, mais leur nombre était insuffisant face à l'ampleur du territoire et des troupes déployées. Les tribunaux militaires étaient surtout conçus pour juger la désertion, l'insubordination et les délits internes. Les crimes contre les civils allemands étaient d'une importance secondaire et leur poursuite dépendait de l'initiative des commandements locaux. Dans de nombreux cas, les dossiers n'ont jamais fait l'objet d'une enquête ou d'une sanction effective. La combinaison de vide d'autorité locale, d'ambiguïté juridique, de pression logistique et de discipline insuffisante a créé un environnement propice aux abus. Les structures traditionnelles de protection civile s'étaient effondrées. Les nouvelles institutions n'avaient pas encore une efficacité totale et la population allemande s'est retrouvée dans une position de vulnérabilité extrême. Entre l'été de 1944 et mai de 1945, l'Allemagne traversa une période chaotique durant laquelle les mécanismes de contrôle furent incapables de réguler de manière efficace la relation entre les troupes d'occupation et les civils. Dans ce contexte de transition, les femmes allemandes devinrent un secteur particulièrement exposé aux effets les plus directs de l'occupation militaire. La Prusse orientale a été le premier territoire du Reich proprement dit atteint par l'armée rouge dans son avance vers l'Allemagne. L'offensive soviétique vers cette région a commencé à l'automne de 1944, prolongement direct de l'opération Bagration qui, pendant l'été, avait détruit le groupe d'armées centre-allemand en Biélorussie. En octobre de cette année-là, a eu lieu la bataille de Gumbinnen, considérée comme le premier affrontement sérieux sur le sol prussien oriental. Bien que la défense allemande ait réussi à contenir temporairement l'avancée, la faiblesse structurelle des positions est apparue au grand jour. Les fortifications, élevées de manière précipitée, ne pouvaient pas résister à la pression d'une armée qui accumulait des années d'expérience offensive et un pouvoir matériel croissant. Pendant ces semaines, des colonnes soviétiques ont pénétré dans des localités comme Nemersdorf, Goldap et des villages voisins, marquant le premier contact direct entre des soldats soviétiques et la population civile allemande. En novembre, des contre-attaques allemandes ont réussi à récupérer une partie du terrain et à stabiliser momentanément le front, mais ces succès tactiques n'ont pas modifié la tendance générale. La pénétration soviétique avait commencé et s'intensifierait au début de l'année suivante. Le 12 janvier 1945,
avec l'offensive de la Vistule Oder, l'offensive spécifique contre la Prusse orientale fut lancée. En quelques semaines, les lignes allemandes furent débordées. Königsberg et une grande partie du territoire furent isolés du reste de l'Allemagne, tandis que des villes telles que Tilsit et Goldap passaient sous contrôle soviétique. Le siège sur la capitale prussienne se resserrait et des dizaines de milliers de civils prenaient la fuite vers les ports baltes. Les rapports allemands de ces dates documentent la violence exercée contre la population. À Nemmersdorf, des équipes médicales et médico-légales envoyées par la Wehrmacht après la reprise temporaire du village ont enregistré des cadavres de civils avec des signes d'exécution à courte distance. Parmi les victimes se trouvaient des personnes âgées, des femmes et des enfants. Les autopsies à Insterburg ont décrit des fractures crâniennes, des blessures par arme à feu à bout portant et, dans certains cas, des mutilations avec des objets tranchants. Les rapports ont conservé le ton clinique propre aux documents médicaux, mais ont laissé une trace de la violence subie par la population non combattante. Dans des localités comme Goldap, des pillages de maisons, des incendies intentionnels et la destruction d'installations agricoles essentielles ont été signalés. Les documents recueillis à ces dates mentionnent de multiples viols commis tant dans des maisons particulières que dans des abris improvisés. Les témoignages de réfugiés ayant réussi à s'échapper vers l'ouest décrivent des attaques dirigées contre des femmes et, dans de nombreux cas, la mort immédiate des victimes. Les routes sont également devenues des scènes d'attaque. Des rapports militaires allemands d'octobre et novembre relataient des embuscades contre des convois de paysans fuyant avec leurs biens. Le feu d'artillerie a dispersé des groupes de réfugiés. Et il y a eu des exécutions sommaires d'hommes qui tentaient de protéger leurs familles. En janvier 1945, avec l'offensive générale en cours, la densité de réfugiés sur les routes de Prusse orientale a augmenté de manière dramatique, et de nombreux convois ont été atteints par des attaques d'artillerie et des tirs directs. Le cas de Nemmersdorf a acquis une importance immédiate pour la propagande allemande. La Wehrmacht a organisé en octobre 1944 des visites de délégations étrangères, y compris des journalistes de pays neutres. Des photographies ont été prises et des rapports médico-légaux ont été diffusés décrivant des viols, des meurtres et l'utilisation de grenades dans des habitations. Le ministère de la propagande de Joseph Goebbels a utilisé ce matériel comme preuve de ce qu'ils appelaient la brutalité bolchevique. L'authenticité de certains éléments de propagande a été remise en question plus tard par des sources occidentales qui ont signalé d'éventuelles exagérations ou manipulations photographiques. Cependant, l'existence de victimes civiles à Nemmersdorf n'a jamais été démentie dans l'essentiel. Le débat historiographique ultérieur s'est concentré sur l'ampleur des faits et sur l'utilisation politique des preuves, pas sur la négation de la violence survenue. Les journaux d'opération des unités soviétiques permettent d'identifier quelles formations ont traversé la zone à ces dates. Le 11e corps de chars de la garde et la 25e armée ont agi en octobre, tandis qu'en janvier, les pénétrations profondes correspondaient aux 3e et 2e armées biélorusses. Leurs itinéraires d'avancée coïncident avec les zones où ont été documentés les incidents les plus graves contre les civils. Les rapports allemands envoyés au haut commandement ont été systématisés comme preuve des risques que la population courait sous l'occupation soviétique. L'objectif administratif est resté subordonné à des fins de propagande et les autorités locales n'ont pas mis en œuvre de mesures de protection au-delà des ordres d'évacuation, émis trop tard pour la majorité. Quant à la réaction soviétique, il n'existe aucune preuve d'enquêtes internes ou de sanctions disciplinaires pour les faits de Prusse orientale. Certains commandants soviétiques ont mentionné plus tard la difficulté de contrôler le comportement des troupes en territoire ennemi après des années de guerre d'extermination. Néanmoins, la priorité était de maintenir l'élan offensif et de détruire définitivement l'armée allemande, non de répondre aux plaintes civiles. Certains documents de l'administration militaire soviétique de 1945 font allusion en termes généraux à des excès de troupes et recommandent de renforcer la discipline pour préserver l'image internationale auprès des alliés occidentaux. Cependant, ces références sont postérieures aux événements de Prusse orientale et ne font pas mention spécifique de Nemmersdorf ou des autres localités touchées. Les réfugiés évacués par mer lors de l'opération Hannibal ont transmis des récits sur la violence dans les villages et sur les routes prussiens. Leurs déclarations, recueillies par les autorités navales allemandes,
complètent les rapports militaires et médicaux, offrant une vision supplémentaire de l'impact de l'offensive soviétique sur les communautés rurales et urbaines. Les événements d'octobre 1944 et janvier 1945 en Prusse orientale constituèrent le premier contact massif de la population allemande avec l'occupation soviétique sur le sol du Reich. Documents judiciaires, rapports militaires, journaux de marche et témoignages s'accordent à indiquer une combinaison d'exécutions sommaires, de pillages et de violences contre des civils sans défense. L'utilisation propagandiste que le régime nazi fit de ces faits et l'absence de reconnaissance officielle soviétique conditionnèrent la manière dont l'histoire a enregistré ces épisodes, qui marquèrent le début d'un schéma qui se répéterait dans les mois suivants dans d'autres territoires allemands occupés. Le 16 avril 1945 commença l'offensive finale soviétique contre Berlin, destinée à briser la dernière défense du Troisième Reich. Le maréchal Georgi Zhukov dirigeait le premier front biélorusse qui avança depuis l'Est en traversant la rivière Oder et les collines de Selo, considérées comme la dernière barrière naturelle avant la capitale. Au sud, le maréchal Ivan Konev, à la tête du premier front ukrainien, pénétra dans le Brandebourg en direction du sud-ouest de Berlin. Depuis le nord, le deuxième front biélorusse de Konstantin Rokossovski complétait l'encerclement. Le 21 avril, les premières colonnes soviétiques atteignirent les banlieues du nord-est, parmi lesquelles Pankow et Weissensee, soumis au feu direct de l'artillerie et à l'entrée de chars dans leurs rues. Pendant les jours suivants, des unités soviétiques pénétrèrent dans Prenzlauer Berg et Mitte, atteignant des points centraux tels que l'Alexanderplatz. Les combats, maison par maison, s'intensifièrent autour de bâtiments stratégiques, avec des hôpitaux comme la Charité transformés en centres d'urgence sous des conditions extrêmes. Par le flanc occidental, les troupes de Konev ont traversé la rivière Spree sous une forte résistance et sont entrées dans Kreuzberg et Charlottenburg. Le 25 avril, Berlin a été complètement entouré. Sans possibilité de ravitaillement ni d'évacuation, les quartiers de Wedding, Tiergarten et Spandau sont devenus des scènes d'affrontements prolongés, tandis que les forces allemandes se repliaient vers la chancellerie et le Reichstag. La population civile cherchait refuge dans des sous-sols, des stations de métro et des abris anti-aériens construits pendant la guerre aérienne. Les hôpitaux de Moabit, Friedrichshain et Neukölln travaillaient à pleine capacité, traitant à la fois des combattants blessés et des civils touchés par l'artillerie et les combats urbains. Les documents contemporains permettent de retracer un schéma de violence récurrente durant ces jours-là. Entre le 21 et le 24 avril, à Prenzlauer Berg et Mitte, des soldats soviétiques ont fait irruption dans des sous-sols et des logements sous prétexte de chercher de l'alcool ou des ennemis cachés. Divers dossiers médicaux mentionnent des agressions sexuelles systématiques contre des femmes de différents âges documentées dans les hôpitaux de district. À Pankow, la nuit du 23 avril a été marquée par des descentes nocturnes dans des pâtés de maisons résidentielles entiers. Les réfugiés cachés dans des sous-sols ont été expulsés de force et de nombreuses femmes ont été admises peu après dans des centres médicaux avec des blessures graves. Les registres hospitaliers de ce district contiennent des références à des déchirures internes, à d'intenses hémorragies et à des infections vénériennes détectées après ces épisodes. L'entrée soviétique à Charlottenburg et Kreuzberg, les jours 26 et 27, fut accompagnée de nouvelles irruptions dans les habitations et les abris souterrains. Les hôpitaux de Neukölln et Friedrichshain reçurent alors un flux de femmes blessées par traumatisme pelvien et hémorragies internes. Les rapports internes du Charité enregistrent une augmentation anormale d'admissions de ce type entre le 27 avril et le 2 mai. À Wedding et Spandau, occupés entre le 1er et le 2 mai, le même schéma s'est répété. Les registres paroissiaux et municipaux qui ont survécu consignent des décès féminins avec des annotations médicales décrivant des blessures compatibles avec des violences sexuelles, ainsi que des lésions d'armes blanches. Le volume de cas enregistrés était si élevé que les médecins du Charité et des hôpitaux de district ont envoyé des mémorandums aux nouvelles autorités soviétiques pour signaler leur incapacité à prendre en charge toutes les patientes. Ces documents mentionnent des centaines de femmes traitées en quelques jours avec des diagnostics de lésions internes graves, d'infections aiguës et de grossesses non désirées détectées plusieurs semaines plus tard. Après la capitulation formelle de Berlin le 2 mai,
Lorsque le général Helmut Weidling a signé la reddition de la garnison, les autorités soviétiques ont tenté de rétablir un ordre minimal. Un couvre-feu nocturne a été imposé et des patrouilles du NKVD ont été déployées, de pair avec des unités régulières. Le 3 mai, des proclamations circulaient annonçant des sanctions militaires pour tout soldat surpris en train de piller ou d'abuser de civils. Les archives incluent des références à des exécutions sommaires de soldats soviétiques pour crimes graves, bien que la plupart soient liés à des pillages à grande échelle plutôt qu'à des crimes sexuels. Entre le 5 et le 10 mai, des ordres de division ont été émis exhortant à protéger la population et à renforcer la discipline. Cependant, les journaux privés conservés d'habitants de Pankow et de Wedding constatent que les incursions nocturnes ont persisté, bien que sur une échelle moindre. Le 7 mai, Zhukov a émis un ordre spécifique rappelant à ses troupes qu'elles devaient se comporter comme une armée libératrice et non comme une force de pillage. Ces directives répondaient aux plaintes formelles reçues et à la nécessité de démontrer le contrôle devant les alliés occidentaux, qui entreraient bientôt dans leur secteur d'occupation préalablement convenu. Les documents disponibles pour cette période incluent des journaux privés, des rapports médicaux et des registres municipaux. Le journal anonyme d'une femme berlinoise, écrit entre avril et juin, décrit des irruptions nocturnes, la recherche d'alcool et la violence dans les refuges souterrains. Des témoignages similaires se trouvent dans les registres paroissiaux où ont été notés des décès accompagnés d'observations marginales sur des morts violentes. Dans les registres médicaux du Charité, on observe une augmentation significative des admissions de jeunes femmes entre le 25 avril et les premiers jours de mai. Les diagnostics mentionnent des traumatismes pelviens, des infections et des hémorragies internes, accompagnés du manque d'antibiotiques et de matériel chirurgical pour traiter adéquatement l'ampleur des cas. Les rapports soviétiques conservés dans des archives municipales confirment l'existence formelle de mesures disciplinaires, bien que sans données détaillées sur les sanctions appliquées. Les listes de décès à Spandau et Kreuzberg montrent une augmentation soudaine de décès de jeunes femmes dans la première semaine de mai, coïncidant avec les combats finaux et la phase initiale de l'occupation. La documentation de cette période permet d'établir une séquence claire, irruption massive et systématique pendant les combats entre le 21 avril et le 2 mai, une augmentation quantifiable des admissions hospitalières et des décès durant ces mêmes jours, et l'émission ultérieure d'ordres disciplinaires soviétiques qui eurent une application partielle et limitée aux districts sous la supervision directe des commandements supérieurs. Après la capitulation allemande du 8 mai 1945, l'administration militaire soviétique en Allemagne a pris le contrôle de vastes territoires qui formeraient la zone d'occupation orientale. Cette zone incluait le Brandebourg rural, une grande partie de la Saxe avec ses centres industriels, l'État de Thuringe pendant les premières semaines jusqu'à son transfert aux Américains en juillet, Mecklembourg, Poméranie occidentale, avec ses ports baltiques, et la majeure partie de la Silésie, qui après les conférences alliées serait remise à la Pologne, mais qui dans les premiers mois abritait encore une population allemande significative. Le territoire était en grande partie composé de milliers de villages ruraux et de villes moyennes. Une grande partie de ces infrastructures agricoles étaient restées intactes pendant les combats, mais elles ont immédiatement été soumises à un régime de réquisition et de démantèlements industriels dans le cadre des réparations de guerre exigées par l'Union soviétique. Des troupes soviétiques ont été cantonnées dans des écoles, des mairies, des fermes et des maisons privées réquisitionnées, établissant ainsi une cohabitation forcée et permanente avec la population civile allemande. Les registres municipaux et paroissiaux de ces mois reflètent un schéma commun dans plusieurs provinces. Dans le Brandebourg rural, les raids de mai et juin se caractérisent par la recherche systématique de biens de consommation, montres, vélos, radios et boissons alcoolisées. Lors de ces incursions, les rapports signalent des abus sexuels contre les femmes commis aussi bien dans les logements que dans les étables ou granges utilisées comme cachettes. Les registres paroissiaux ont consigné des décès féminins accompagnés de termes tels que mort violente ou blessures multiples, expressions comprises dans le contexte de l'époque comme des allusions indirectes à la violence de caractère sexuel. En Saxe, des villes comme Leipzig et Dresde, dévastées par les bombardements, ont servi de base logistique pour les unités soviétiques.
Dans les villages agricoles environnants, le logement forcé de soldats dans des habitations privées a généré des conflits constants. Les rapports hospitaliers de l'été 1945 ont documenté une augmentation notable des infections vénériennes chez les femmes, attribuées dans les registres médicaux officiels à des contacts forcés avec des soldats de l'occupation. Ces documents, rédigés avec des protocoles cliniques, offrent une preuve quantitative de l'ampleur des incidents. En Mecklembourg-Poméranie, région clé à cause des ports de Rostock et Wismar, la violence contre les civils était liée au pillage organisé de biens industriels et agricoles. Les autorités soviétiques ont organisé des convois ferroviaires avec des machines complètes et des produits agricoles destinés à l'Union soviétique. Pendant ces opérations de démantèlement, les troupes réquisitionnaient également du bétail et des céréales, ce qui laissait les communautés locales avec des ressources minimales. Les actes municipaux de la zone mentionnent des mauvais traitements et des décès de civils qui ont tenté de résister, enregistrés dans des documents officiels avec des diagnostics médicaux spécifiant des blessures traumatiques. En Silésie, sous contrôle soviétique direct avant leur transfert formel, des attaques ont eu lieu contre des colonnes de réfugiés qui tentaient de fuir vers l'ouest. Ces groupes étaient dépouillés de leurs biens et, selon la documentation officielle, des exécutions sommaires d'hommes qui tentaient de protéger leurs familles ont été enregistrées. Les registres municipaux des villages comme Loban et Görlitz consigna un nombre inhabituellement élevé de décès féminins pendant les mois de mai et de juin, coïncidant avec la présence de détachements soviétiques. Les archives locales conservent des exemples de plaintes officielles. Dans le district d'Eberswald, Brandebourg, les procès-verbaux de mai consignent plus de 60 plaintes formelles pour pillage, vol de bétail et abus contre des femmes. Les plaintes ont été remises au commandement soviétique sans qu'il existe de preuves de sanctions effectives. À Meissen, Saxe, un rapport officiel de juin a documenté 41 cas de violence contre des civils, remis au NKVD local et traduit en russe par des interprètes, bien qu'aucun procès judiciaire ultérieur ne soit enregistré. Le NKVD et le SMERSH sont intervenus de façon sporadique dans des cas considérés comme graves ou risquant d'affecter la discipline. En Thuringe, avant son transfert, un rapport officiel du NKVD de juin mentionne l'exécution de 2 soldats soviétiques accusés de viol et de pillage aux alentours de Weimar. Cependant, ces épisodes apparaissent comme exceptionnels et avec un but exemplaire plutôt que comme partie d'une politique disciplinaire systématique. En Mecklembourg, la correspondance entre les mairies allemandes et les commandements soviétiques reflète des dénonciations d'abus commis lors des opérations de transport de machines. Les réponses soviétiques consistaient en des avertissements généraux sur la discipline, sans preuve de mesures concrètes. Pendant l'été, l'administration militaire soviétique a émis des ordres destinés à renforcer la discipline. Le 20 juin 1945, une directive signée par Zhukov a ordonné des punitions sévères contre les soldats impliqués dans le pillage ou les viols, soulignant le dommage que ces comportements causaient à l'image internationale de l'Armée rouge. Le 1er août, un ordre complémentaire a instruit la création de tribunaux de campagne. Les archives de Saxe enregistrent des jugements sommaires à Dresde et Leipzig en septembre, bien que les dossiers ne contiennent pas de chiffres exacts ni de sentences détaillées. Malgré ces mesures, les rapports municipaux allemands ont continué à signaler des incidents jusqu'à la fin de 1945, bien qu'à une échelle moindre que dans les mois initiaux. Cela suggère que les ordres disciplinaires ont produit une certaine réduction de la fréquence des abus, mais ne les ont pas éliminés. Les sources contemporaines pour cette période incluent des actes municipaux, des registres de décès, des rapports médicaux, des ordres officiels de l'administration militaire soviétique et des résumés du NKVD. Ensemble, elles permettent de reconstruire un panorama dans lequel l'occupation soviétique, en dehors de Berlin, fut marquée par des raids ruraux, un hébergement forcé, des violences sexuelles, des pillages systématiques et une réponse administrative limitée. À partir de l'été, les autorités soviétiques ont émis des directives disciplinaires qui ont eu un certain effet. Mais l'application pratique fut partielle dans un contexte de domination militaire absolue et de vide juridique qui laissait la population civile allemande dans une situation de vulnérabilité prolongée. Après la capitulation allemande, en mai 1945, l'administration militaire dans la zone occidentale a été organisée sous des structures spécifiques
qui assuraient le contrôle des États-Unis et du Royaume-Uni sur les territoires qui leur revenaient. Dans le secteur américain, l'autorité était centralisée dans l'Office of Military Government, United States, connu sous le nom de OMGUS, créé en décembre 1944, mais mis en fonctionnement complet après la fin de la guerre. Sa juridiction couvrait la Rhénanie-Hesse, la Bavière et, depuis juillet, le secteur américain de Berlin selon les accords d'occupation. La police militaire américaine, identifiée comme Military Police ou MPs, a assumé des tâches spécifiques: patrouilles urbaines régulières, garde des prisonniers de guerre, contrôle de la circulation et arrestation de soldats américains accusés de crimes. Elle constituait le principal mécanisme de discipline interne et de réponse aux plaintes des civils allemands. En parallèle, les Britanniques ont établi le British Military Government sous le 21st Army Group, réorganisé en juillet comme Control Commission for Germany, CCG-BE. Sa juridiction comprenait le Schleswig-Holstein, la Basse-Saxe, la Rhénanie du Nord-Westphalie et le nord-ouest de Berlin. Le Corps of Military Police britannique, CMP, remplissait des fonctions équivalentes à celles des MPs américains. Les deux commandements occidentaux ont progressivement absorbé les archives policières allemandes préexistantes, ce qui a permis de disposer de rapports locaux relatifs aux incidents commis par des soldats d'occupation. Ce transfert de fichiers a donné aux autorités de l'OMGUS et du CCG-BE une base documentaire avec laquelle engager des poursuites judiciaires lorsqu'elles le jugeaient nécessaire. Les politiques de non-fraternisation ont été imposées avant l'entrée massive en Allemagne. Le 10 septembre 1944, le quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Chef, a émis l'ordre interdisant tout contact social avec des Allemands. Eisenhower l'a réitéré en mars 1945, peu avant que les troupes ne traversent le Rhin. L'interdiction incluait de converser avec des civils, sauf pour des raisons strictement officielles, d'accepter l'hospitalité dans des foyers allemands et, de manière explicite, tout type de relation avec des femmes allemandes. En juin commencèrent les modifications. Le 14 de ce mois, Eisenhower autorisa des exceptions pour les contacts professionnels nécessaires. Le 15 septembre, dans la zone américaine, la politique fut officiellement abrogée, permettant des relations sociales sous supervision militaire. Dans le secteur britannique, l'assouplissement commença en juillet et l'abrogation formelle arriva en septembre de la même année. Les archives reflètent des plaintes dans différents centres urbains. À Cologne, la police militaire américaine a enregistré 39 plaintes pour viol entre mai et septembre 1945. Tous les cas ont été transférés à des cours martiales, avec au moins 15 condamnations documentées. À Düsseldorf, les registres municipaux de juillet mentionnent des admissions hospitalières de femmes avec des blessures après contact avec des soldats alliés, consignées avec la terminologie médicale de l'époque. À Bonn, les autorités locales ont transmis à l'OMGUS des plaintes de pillage et d'abus dans des domiciles réquisitionnés. À Francfort, siège administratif de l'OMGUS, les MP préparaient des rapports hebdomadaires. Entre juillet et décembre, 71 cas d'agression sexuelle ont été enregistrés, avec 43 accusés renvoyés devant le tribunal militaire. À Stuttgart, sous contrôle américain entre avril et juillet, 22 plaintes ont été documentées dans les archives de la police allemande, puis transférées aux autorités d'occupation. Les registres bavarois indiquent qu'à Munich, 62 dossiers d'accusation de viol ont été ouverts entre mai 1945 et juin de l'année suivante. À Nuremberg, pendant la préparation du tribunal militaire international, 14 dossiers ont été signalés pour des incidents dans les zones de transit de troupes. Dans le secteur américain de Berlin, qui comprenait des districts comme Dahlem et Zehlendorf, et dans le secteur britannique, qui comprenait Charlottenburg et Wilmersdorf, les plaintes initiales étaient gérées en coordination avec les autorités soviétiques jusqu'en septembre, lorsque Berlin fut divisé en 4 secteurs définitifs. Entre juillet et décembre, 28 plaintes ont été enregistrées dans le secteur américain et 19 dans le secteur britannique. Les archives des cours martiales américaines montrent que dans le théâtre européen, entre 1942 et 1946, environ 11 000 affaires de viol ont été instruites, avec un nombre considérable correspondant au territoire allemand après l'occupation. Rien que dans la zone américaine, entre mai 1945 et décembre 1946,
2420 procédures pour délits sexuels ont été ouvertes. Parmi elles, 943 ont abouti à des condamnations. 256 comprenant la peine de mort, 71 ont été exécutés. Le reste s'est conclu par des peines de prison de 5 à 20 ans. Dans le secteur britannique, les chiffres étaient inférieurs. Entre juin 1945 et décembre 1946, 1072 procès pour viol ont été ouverts, avec 225 condamnations fermes et 14 exécutions. Le reste des accusés a reçu des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans ou a été acquitté faute de preuves. Les dossiers révèlent également un schéma dans l'application des peines. Aux États-Unis, les peines les plus sévères ont été imposées de manière disproportionnée aux soldats afro-américains. Au Royaume-Uni, les commutations ont été plus fréquentes dans les cas de soldats des unités d'élite ou ayant un historique de combat remarquable. Plusieurs peines de mort ont été commuées en emprisonnement à perpétuité par décision des commandements supérieurs. Les sources documentaires incluent des archives de cours martiales conservées au National Archives américain et britannique, des rapports systématiques de MP et CMP et des directives d'Eisenhower et du 21st Army Group. Figurent également des procès-verbaux de police allemands remis aux autorités d'occupation et utilisés comme preuve dans les procès militaires. Ensemble, cette documentation permet de reconstruire un panorama dans lequel il existait un volume significatif de plaintes formelles traitées dans les tribunaux militaires. Les résultats étaient variables et dépendaient de facteurs tels que l'unité d'origine, la région de déploiement, le grade et l'origine raciale des accusés. Les preuves disponibles montrent que, dans la zone occidentale, les autorités militaires ont établi des mécanismes judiciaires actifs et ont formellement poursuivi de nombreux cas. Cependant, l'efficacité de ces mesures pour prévenir les délits ou garantir une justice pleine aux victimes a été conditionnée par les priorités administratives et la structure de pouvoir de chaque armée dans le contexte de l'immédiat après-guerre. Après la capitulation allemande, en mai 1945, la zone d'occupation française fut délimitée dans le sud-ouest de l'Allemagne, englobant les territoires de Bade, Württemberg-Hohenzollern et Rhénanie-Palatinat, avec la capitale administrative établie à Baden-Baden. La première armée française, sous le commandement du général Jean de Lattre de Tassigny, assuma le contrôle direct de cette région, déployant une combinaison de divisions métropolitaines françaises et d'unités coloniales qui avaient participé aux campagnes militaires précédentes. Parmi ces unités coloniales se distinguaient particulièrement les goumiers marocains, troupes spécialisées de montagne organisées en formations appelées Tabors, qui avaient démontré leur efficacité militaire sur des terrains difficiles lors des combats en Italie et dans la campagne du Rhin. Ces unités, reconnues pour leur capacité opérationnelle dans des conditions adverses, participèrent directement aux opérations finales sur la Forêt-Noire et la vallée du Neckar en avril 1945, constituant certaines des premières forces à entrer dans des localités allemandes qui seraient ensuite sous administration française permanente. Le déploiement militaire français comprenait également des éléments spécialisés de gendarmerie militaire et des détachements de police coloniale, organisation officiellement responsable de maintenir la discipline parmi les troupes déployées et de répondre aux plaintes présentées par la population civile allemande. Ces unités avaient l'autorité formelle pour enquêter sur les incidents et traiter les cas selon la législation militaire française applicable dans les territoires occupés. La ville de Freudenstadt, située dans le nord de la Forêt-Noire, a été occupée par des troupes françaises le 16 avril 1945, après de violents combats dans toute la région environnante. Les documents municipaux conservés et les témoignages recueillis par la suite indiquent que pendant les 3 premiers jours d'occupation, des pillages systématiques et des abus sexuels ont été commis contre des femmes de tous âges résidant dans la localité. Les archives municipales de Freudenstadt conservent les procès-verbaux des réunions d'urgence où des dizaines de plaintes formelles déposées par les habitants de la ville ont été enregistrées. L'hôpital local a documenté dans ses dossiers médicaux d'avril une augmentation statistiquement abrupte des admissions de femmes avec des lésions gynécologiques, des fractures multiples et divers traumatismes. Les dossiers médicaux mentionnent également des décès par hémorragie interne et des suicides survenus dans les jours suivant les événements initiaux. Les estimations municipales, élaborées sur la base de rapports médicaux officiels et de témoignages recueillis systématiquement,
ont documenté des centaines de victimes dans la localité principale et les villages voisins au cours de cette période. Les troupes françaises ont atteint Constance à la fin du mois d'avril 1945, établissant un contrôle administratif sur cette ville stratégique située à la frontière avec la Suisse. Les archives hospitalières de Constance consignent entre avril et mai un nombre statistiquement élevé d'admissions de femmes avec des diagnostics médicaux d'agression sexuelle, selon la terminologie clinique standard de l'époque. La mairie de Constance a envoyé des rapports officiels à la commandature française décrivant la situation locale et demandant formellement une protection pour la population civile. Dans les villages riverains du lac de Constance, y compris Radolfzell et Überlingen, les actes municipaux conservés incluent des plaintes officielles de pillage systématique de maisons, de vol de bétail domestique et d'abus commis par des soldats identifiés comme appartenant à des unités coloniales. Dans la vallée du Neckar et les villages dispersés de la Forêt Noire, l'occupation par des unités de goumiers a été caractérisée par des épisodes similaires à ceux documentés dans d'autres localités. Les registres conservés de la gendarmerie allemande, qui avait été désarmée, et les annotations paroissiales consignent des femmes attaquées dans des fermes isolées et lors de descentes organisées à la recherche d'alcool et de biens de valeur. Dans des villages comme Orb am Neckar et Rottweil, des plaintes collectives d'habitants ont été documentées et transmises officiellement à la gendarmerie française selon les procédures administratives établies. Les archives municipales de Rottweil conservent une liste datée de juin 1945 qui documente plus de 200 plaintes individuelles d'abus commis contre la population féminine locale. Une portion significative de ces documents a été traduite en français par des interprètes officiels et envoyée à la commandature militaire correspondante selon ce qui est inscrit dans les registres administratifs conservés. La gendarmerie française a ouvert des dossiers officiels dans diverses localités comme réponse aux plaintes reçues. À Freudenstadt, des arrestations de soldats spécifiquement pointés du doigt pour pillage systématique ont été effectuées, bien que les sanctions documentées dans les dossiers conservés se soient principalement limitées à des transferts administratifs hors de la région affectée. À Constance, un résumé militaire officiel de mai 1945 a inclus 6 soldats coloniaux formellement accusés de viol, mais les archives disponibles ne consignent que des condamnations administratives légères et une réaffectation dans d'autres unités militaires. Le commandement du 1er armée française a émis en mai 1945 des ordres internes spécifiques incitant à maintenir la discipline et éviter des comportements qui discréditeraient les forces françaises auprès des alliés occidentaux. Cependant, les documents officiels conservés ne fournissent pas de détails sur des punitions systématiques appliquées aux responsables. La priorité administrative restait la consolidation territoriale effective et l'extraction de réparations économiques selon les accords interalliés établis. Dans le cadre du Conseil de contrôle allié, qui a assumé l'administration conjointe de l'Allemagne depuis juillet 1945, la mission française a reçu des communications officielles des autorités britanniques et américaines concernant les plaintes de la population allemande dans les zones frontalières entre les secteurs d'occupation. Les archives diplomatiques conservent ces communications interalliées, bien qu'il n'existe aucune preuve que ces interventions se soient traduites par des procédures judiciaires à grande échelle ou des changements significatifs dans les politiques disciplinaires françaises. Les sources primaires disponibles pour la reconstruction de cette période incluent une documentation diverse conservée dans les archives françaises et allemandes. Les rapports municipaux allemands adressés aux commandatures françaises, y compris les documents de Freudenstadt, Constance et Rottweil, fournissent une perspective locale sur les événements. Les registres hospitaliers locaux documentent des admissions massives de femmes avec des blessures associées à la violence sexuelle durant avril et mai de 1945 en utilisant une terminologie médicale standard pour classer ces cas. Les archives de la gendarmerie française conservent des dossiers d'arrestation et de transfert de soldats coloniaux accusés de divers délits. Les ordres du commandement de la Première Armée française, émis au cours de mai et juin 1945, contiennent des références administratives génériques à la discipline militaire. La correspondance interalliée développée dans le cadre du Conseil de contrôle inclut des plaintes spécifiques concernant des incidents dans la zone française
documentant l'inquiétude d'autres commandements alliés concernant ces événements. L'ensemble de cette documentation révèle qu'entre avril et août 1945, les troupes coloniales françaises, notamment les unités de Goumier, ont été impliquées dans de nombreux abus documentés contre des civils allemands dans les régions de Bade et de Württemberg-Hohenzollern. Les plaintes étaient abondantes et ont été systématiquement enregistrées dans des actes municipaux et des registres hospitaliers. Mais la réponse disciplinaire française s'est caractérisée par sa limitation à des transferts administratifs et des sanctions mineures, sans développement de processus judiciaire exhaustif qui aurait fourni une justice effective aux victimes ou une punition proportionnelle aux responsables. La documentation conservée indique que les autorités françaises ont priorisé la stabilité administrative et les relations interalliées sur l'enquête systématique de ces délits, adoptant une approche qui minimisait les conséquences disciplinaires pour préserver la cohésion des unités coloniales considérées comme militairement précieuses pour le contrôle territorial français dans leur zone d'occupation. Après l'occupation de l'Allemagne, les plaintes pour abus commis par les troupes alliées suivaient des voies administratives différentes selon la zone de contrôle. Dans la zone soviétique, les plaintes des civils allemands étaient reçues par les commandants de district et traitées par des officiers du NKVD ou du SMAD, selon la nature de chaque plainte. Une partie significative de ces dossiers n'est pas restée dans les archives locales allemandes, mais a été transférée vers des fonds soviétiques, classés sous le sceau Sekretno, équivalent à du matériel secret selon la réglementation soviétique. Dans les zones occidentales, les plaintes recueillies par les mairies allemandes ou les polices locales étaient transmises aux autorités d'occupation. L'OMGS dans le secteur américain, le gouvernement militaire dans le secteur britannique et les préfectures militaires dans le secteur français agissaient comme instances de réception. Par la suite, ils transmettaient les cas aux polices militaires respectives qui pouvaient ouvrir des dossiers formels si elles estimaient que les preuves justifiaient une enquête. Le sort administratif des dossiers suivait un double schéma. Les cas avec processus formel passaient aux tribunaux militaires. Ceux qui n'atteignaient pas cette phase, ainsi que les résumés statistiques, étaient archivés dans les conseils régionaux de contrôle et utilisés dans des rapports internes sur l'ordre public. Dans les archives américaines et britanniques, de nombreux dossiers furent classés sous les sceaux de Restricted ou Confidential. Les délais d'ouverture variaient entre 30 et 50 ans. En France, une grande partie de la documentation de la gendarmerie est restée réservée jusqu'à la fin du XXe siècle. Le Conseil de contrôle allié, actif entre 1945 et 1948, a centralisé les rapports statistiques d'incidents de toutes les zones. Les procès-verbaux conservés montrent des tableaux périodiques, mais ces données ont rarement été discutées lors de sessions publiques. La documentation sanitaire d'après-guerre complète les archives militaires. Dans la zone soviétique, les services de santé du Brandebourg, de Saxe et de Mecklembourg ont enregistré en 1946 des augmentations notables de maladies sexuellement transmissibles parmi les femmes allemandes. Les rapports mensuels indiquaient des taux de gonorrhée et de syphilis entre 12 et 18% des patientes en âge de procréer. Bien qu'ils n'établissent pas de lien direct avec l'occupation, les chiffres étaient anormaux en comparaison avec les périodes précédentes. À Berlin, l'hôpital Charité et d'autres centres de district ont envoyé des mémorandums au Conseil de contrôle allié. Un document de novembre 1945 consignait 1432 admissions de femmes avec des blessures médicales classées comme attribuables à des violences sexuelles entre avril et août de cette année. Dans la zone américaine, le service médical militaire a compilé des statistiques sur les civils allemands soignés dans des cliniques militaires. Un mémo de Francfort de mars 1946 chiffrait à 4000 les cas traités en Hesse et en Bavière pendant 6 mois, liés indirectement au contact avec les troupes. Les résumés des MP et CMP classaient les incidents en catégories administratives, viol, agression, pillage, ivresse et autres délits. Dans la zone britannique, un rapport trimestriel de 1946 a enregistré 1072 incidents avec des civils allemands, dont 187 correspondaient à des accusations formelles de viol. Dans la zone française, un document interne de la gendarmerie daté de Baden-Baden en août consignait 385 plaintes à Freudenstadt et localités proches,
sous la catégorie atteinte aux mœurs, terme légal français pour délit contre les coutumes. Les commandements ont émis des circulaires disciplinaires en réponse. Dans la zone américaine, Eisenhower a signé en juin 1945 un ordre instruisant de réprimer avec sévérité les délits sexuels. Cependant, la révision ultérieure des dossiers montre que de nombreuses condamnations ont été commuées et de nombreuses peines de mort réduites. Dans la zone britannique, Montgomery a envoyé en juillet de cette année des instructions pour punir les pillages et les abus, bien que les dossiers indiquent que dans de nombreux cas, la mesure appliquée a été le transfert de soldats sans procès formel. Dans la zone française, de Lattre de Tassigny a émis en mai un ordre interdisant les pillages et les violences. Mais les archives révèlent que les sanctions consistaient surtout en des rapatriements ou redistributions de troupes coloniales. Dans la zone soviétique, des circulaires signés par Zhukov et Rokossovski entre juin et août 1945 ordonnaient des exécutions sommaires de soldats coupables de viol. La documentation ultérieure, cependant, montre que ces sanctions étaient ponctuelles et ne constituaient pas une politique soutenue. La formule administrative la plus courante pour clore les dossiers dans toutes les zones était la classification de manque de preuves. Cela permettait d'archiver les cas sans établir de responsabilité. Dans d'autres cas, les accusés étaient transférés vers d'autres unités sans laisser de traces de jugement ni de sanction. Le contrôle de l'information publique a été strict dès le début de l'occupation. Dans la zone américaine, la division du contrôle de l'information a ordonné à la presse allemande autorisée de ne pas publier de nouvelles sur les incidents de troupes sans permission expresse. Un mémorandum d'août 1945 instruisait de manière explicite ne pas diffuser de violations de discipline, les traiter uniquement dans des rapports classifiés. Dans la zone britannique, la commission de contrôle a envoyé en septembre des directives similaires aux médias autorisés. Dans la zone française, la censure militaire a ordonné aux journaux de Bade et de Württemberg de s'abstenir de publier des articles sur les pillages ou les abus, imposant des sanctions administratives aux éditeurs qui ne respectaient pas. L'Union soviétique maintenait un contrôle de propagande encore plus strict. Les bulletins officiels montraient l'armée rouge comme une force libératrice avec des images d'aide humanitaire et de reconstruction, tandis que toute dénonciation était supprimée par la censure. Les actualités occidentales projetées dans les cinémas allemands pendant 1945 et 1946 omettaient également toute référence à la violence d'occupation. Elles montraient la distribution de nourriture, la reconstruction et les procès de Nuremberg, mais excluaient les incidents disciplinaires. Dans les archives de la presse interne, tant soviétique qu'occidentale, sont conservées des notes explicites de ces politiques, ne pas informer publiquement, traiter les cas uniquement dans des rapports confidentiels. La période entre 1945 et 1950 révèle un schéma administratif commun, abondance de dossiers et de statistiques officielles, classification immédiate comme réservée ou secret et contrôle strict de l'information publique. Les rapports médicaux et policiers ont documenté l'ampleur des abus, mais les décisions de commandement ont tendu à clore les cas par des mutations, des archives administratives ou des sanctions mineures. Parallèlement, la propagande alliée et soviétique a établi des récits officiels qui excluaient ces incidents, configurant un vide informatif qui a conditionné la mémoire collective sur l'occupation et laissé sans résolution judiciaire pleine grande partie des faits documentés.